Bonjour les ODH Notes, bienvenue dans les JT OVNI en France. Passons dès à présent à un sommaire détaillé de l'édition. Au sommaire de cette édition, dans les infos d'ODH TV, annonce du programme des vidéos en 2021. Dans le courrier des ODH Notes, c'est Anne Duguy, groupe d'ufologues indépendants, qui y répond. Dans la question de cette édition, Gilles Durand du Sceau vous parle de l'utilisation des cartes anciennes en enquête. Puis nous passerons à la deuxième partie de cette édition, l'actualité OVNI en France, avec Cyril Tavenard, des repas ufologiques de Nantes, et Rémi Fauchereau, président de l'Association d'études des phénomènes aériens, ou AEPA, et reporter ODH TV du département de l'Yonne. Et enfin, dans le dossier de cette vidéo, retour à la base. Définition et exemple des rencontres rapprochées du premier type, du deuxième type et du troisième type. Je tiens quand même à souligner quelque chose d'important. Nous vous diffusons différentes séquences vidéo et audio. Parfois, il peut y avoir des erreurs, mais même dans les erreurs, on apprend. Deuxième rappel. Nous comprenons tout à fait que certains puissent ne pas apprécier une personne, ou les propos d'une personne interviewée. Mais si nous devions, avant d'interviewer un ufologue ou toute autre personne s'impliquant dans notre domaine, prendre en compte les goûts, les amitiés ou inimitiés, les rancœurs de chacun, les conflits des uns et des autres, il est fort à parier que nous n'aurions plus personne à interviewer. Et n'oubliez pas deux choses importantes, chers ODH Notes, le respect et la tolérance. « 2021 est une année très importante pour ODH TV, car cela fait 15 ans que nous faisons des vidéos, des montages sur l'ufologie, l'étrange et l'astronomie. Et oui, déjà 15 ans, le temps passe très vite. En cette année 2021, il va y avoir déjà un reportage qui va vous présenter les coulisses ou l'arrière-décor des montages, des tournages d'ODH TV, rassemblant de nombreux amis, chercheurs, ufologues, veilleurs, qui vont vous parler d'OVNI, ONI, OVI dans l'histoire TV. Un sacré reportage qui sera diffusé cette année. Concernant le programme des vidéos, bien sûr, toujours les capsules temporelles, car il y a encore de nombreux retards dans les vidéos. Des vidéos qui datent de 2013, de 2014, de 2015. Je pense d'ailleurs au reportage sur le congrès ufologique de Torriglia en province de Ligurie, en Italie, qui s'était déroulé en octobre 2015 à Torriglia, rassemblant de nombreux intervenants italiens. Ce reportage sera en ligne cette année. Il va y avoir des rattrapages dans les mémoires de l'ufologie ou de l'ifologie, car comme je le répète, tous les courants de pensée seront diffusés, tout comme en 2020, sur ODH TV, sur ODH TV Archive et sur ODH TV 2. Il va y avoir aussi la suite des reportages de l'étude géoufologique 2, car cela est arrêté pour le moment à l'épisode OVNI et Faille 3 et il y a encore beaucoup à diffuser. Nous allons aussi continuer les différentes émissions d'actualité comme Matin OVNI, qui ne s'appelle plus Matin OVNI dans le monde, juste Matin OVNI comme en 2007. La continuité du JT OVNI en France, mais également d'Oville et Méprise. La poursuite des différentes émissions d'Orbital News, avec des vidéos assez particulières sur la différence entre télescope et lunettes, les différents trépieds et montures, et bien d'autres choses présentées par l'astronome Eclipse et Célestine. Bref, ODH TV continue, et continuera d'exister aussi longtemps que vous le voudrez. Et d'ailleurs, je tiens à vous remercier, ODH Notes. Merci pour vos commentaires, merci pour vos critiques, qu'elles soient positives ou négatives, car c'est avec tous ces messages que vous nous envoyez qu'on continue de progresser et d'avancer dans les différentes vidéos qui se veulent être toujours amateurs. Bonjour Anne. Alors pour toi, qu'est-ce que la neutralité en ufologie et est-ce que c'est facile d'être neutre dans ce domaine ? Être neutre, c'est ne pas mettre ses propres idées dans l'étude d'un cas ou d'un témoignage.
ne pas projeter ses propres hypothèses sur un témoignage. Après, c'est aussi analyser de manière objective et statistique, donc descriptive. Donc, la neutralité, la statistique descriptive, elle est neutre. Ce qui n'est pas neutre, c'est la façon dont on va l'interpréter. Et je pense que parfois, il faut s'abstenir de tirer des conclusions parce que les corrélations ne sont pas toujours des corrélations. Même si on a des corrélations statistiques, on va s'apercevoir qu'en fait, ça peut être une cause différente. Donc, il ne faut pas confondre la cause et la conséquence. La causalité, c'est quelque chose de très complexe. Et en ufologie, il y a beaucoup de causalité inventée. Donc, il faut vraiment faire le tri. Il faut rester descriptif et neutre. Neutre au sens où on ne va pas tirer des conclusions hâtives par rapport à, même par rapport à une analyse statistique. En décembre 2019, l'une des doyennes des témoins que nous avons interviewés, avec l'aide de Rémi Fauchereau, est partie dans les étoiles. Nous adressons nos sincères condoléances à la famille et à ses proches, et nous lui rendons un hommage dans ce message. Elle s'appelait Bernadette et était la tante de Rémi Fauchereau. Elle avait fait des observations depuis le lieu dit Le Grand Ponceau, sur la commune de Charbuy, dans le département de l'Yonne. Penses-tu nécessaire, lorsqu'il y a des cas anciens, de regarder les cartes anciennes ? Quand tu as un cas de 54, si tu prends une carte de 2017 ou 2019, tu vas avoir quelques soucis, quoi. Même une carte au 25 millième. Tu prends une carte au 25 millième d'aujourd'hui, tu as peu de chances de retrouver vraiment la localisation d'où a eu lieu l'observation. Pas d'où se trouvait le phénomène, mais où était le témoin. Il y a des possibilités que ce soit toujours à peu près identique, mais il y a certainement des maisons qui ont été construites ou des choses comme ça, où les champs avec le remembrement ont été rapprochés les uns des autres, donc fusionnés ensemble, etc. Oui, il faut avoir des cartes qui soient datées assez proches de la date de l'observation. Par exemple, j'avais proposé, et il l'a fait, j'avais proposé à Rémi, il faut absolument, pour la vague de 54, que tu achètes des cartes, que ce soit des cartes Michelin ou des cartes IGN, de l'année 54 ou de l'année 53 ou 55, mais des choses les plus proches de la date d'observation. Parce que, avec Rémi, on a été enquêté du côté de la frontière entre Lyon et la Côte d'Or, pour vérifier des informations sur une observation rapportée par Jimmy Guilleux dans un de ses livres, où il s'est avéré en fait que Rémi, puisque les témoins étaient jeunes en 54, il a réussi à retrouver un des témoins qui était toujours vivant, et le témoin lui a dit non, c'est pas du tout comme ça, je sais, dans le livre de M. Guilleux, il s'est complètement trompé, il prétend qu'on allait à Paris au salon de l'auto, alors qu'en fait on en revenait. Donc bien sûr, leur véhicule n'allait pas du tout dans le même sens. Donc il semblerait que ce qu'ils aient vu, ce soit une confusion lune, avec la lune qui se levait. On a été sur le terrain, c'est aujourd'hui, c'était je ne sais plus, en 2010, 2011, dans ces eaux-là. C'était un peu, on n'a pas pu retrouver le lieu de l'observation, parce que la route qu'avaient emprunté les témoins, aujourd'hui c'est l'autoroute A10 ou A6, je ne sais plus. C'est l'autoroute qui passe là, la route a disparu. Voilà. C'était une route secondaire, elle a disparu. Elle n'existe plus. Voilà. Mais tu prends sur une carte aujourd'hui, tu es incapable de trouver le lieu de l'observation. Il faut avoir la carte de l'époque. Voilà, c'est complètement différent. Passons dès à présent à la deuxième partie de cette édition, l'actualité OVNI en France. Alors, chers ODH-nautes, je tiens à préciser qu'il ne s'agit pas forcément d'actualités récentes. Ces actualités sont récentes dans le sens où elles sont arrivées dernièrement dans les associations, mais il peut s'agir de cas anciens. Bien sûr,
tous les témoins ne témoignent pas dès le premier jour. Parfois, certains attendent des années avant de se manifester. Merci. Bonjour Robert. Bonjour. Et tu as fait une observation donc il y a 63 ans qui t'a marqué. Oui, alors, mon observation, je l'ai vue en 1956. T'avais quel âge? J'avais 21 ans. 21 ans. Alors 1956, c'est soit au mois de juin, soit au mois d'octobre, parce que j'ai du mal à me rappeler. Mais c'est surtout au mois de juin, je pense. D'accord. Au mois de juin. La date, je ne l'ai pas. La date exacte, je ne l'ai pas. Alors, est-ce que tu peux nous dire concrètement ce que tu as vu? Et je crois savoir que tu n'étais pas tout seul dans cette observation. Non, c'est-à-dire que là, ce qui s'est passé, j'étais à faire mon service militaire. Nous étions dans un camp qui s'appelle Okalok. C'est un camp fait par des prisonniers français pour les Allemands, c'était des baraquements. Et alors, c'était le matin vers les 10h par là. Ça se trouve dans quel coin à peu près près de Dinan. Près de Dinan, d'accord. Près de Dinan, c'est la route de Saint-Brieuc, à 7-8 km de Dinan. D'accord. Et alors, mon copain et moi, là, comme on n'avait rien d'autre à faire, on s'est dit on va aller prendre un café. Un petit café qui se trouvait à 800 mètres, 1 km. D'accord. Voilà, alors on est partis tous les deux parce qu'on n'est pas allé au foyer. Le foyer, fallait changer d'air un peu, on s'est dit on va aller là-bas. C'était un petit peu un coin de rabattage pour les appeler, quoi. D'accord. Alors on est parti et puis on a fait quoi? 150 mètres, on est arrivé dans les champs. C'était des champs avec des petites haies. Hein, mais oui. un champ dénudé. Et par contre, on avait un terrain d'aviation qui servait pour les observations d'artillerie, le GAOA, c'est des groupements avancés d'observation d'artillerie. C'est des petits avions Pipercum qui étaient là, qui décollaient et qui atterrissaient. Et il était à quoi, 100 mètres de nous le terrain, 100 mètres de nous, parce que légèrement à notre droite et puis finissait à notre gauche, derrière nous. Et ce terrain, il était vraiment calme, c'était pas un terrain d'aviation avec des gros porteurs, il n'y en avait pas, c'était un terrain herbagé. Hein. Et alors on regardait les avions, et tout d'un coup on voit un avion qui arrivait, un petit avion, un Piper. Machinalement, qu'est-ce qu'on fait quand on voit un avion qui n'a rien d'autre à faire? On regarde l'avion. Oui. Mon copain et moi. Et alors à ce moment-là, il était à notre droite, légèrement à notre droite. Le ciel était d'un bleu pur, un bleu foncé pur. Hein. Comme aujourd'hui, un ciel immaculé. Hein. C'était vers quelle heure de la journée? Il n'y avait pas de vent, il n'y avait pas de vent. Hein. Vers quelle heure de la journée? Je pense que c'était vers les 10h. D'accord. Enfin, entre 9 et 11h, mais c'était 10h par là. D'accord. Alors, donc la direction était est-ouest. D'accord. Voilà, la direction de l'avion, est-ouest. Mais en regardant l'avion, je me suis aperçu, mon copain, il était plutôt naïf, hein, s'intéressait pas à l'ésotérique, ni à rien, mais enfin moi non plus d'ailleurs, on était là, on pensait pas à autre chose qu'aller boire notre café, nous. Hein. Ben oui. Et on a vu cet avion qui se déplaçait de droite à gauche, et au-dessus de l'avion, il y avait une espèce de parachute. Alors, au-dessus de l'avion, ça paraît anormal, au-dessus de l'avion, il y avait une espèce de voile blanc qui tournoyait. J'étais subjugué par ça parce que je disais pas possible. Il est au-dessus de l'avion. C'est un parachute, c'est quoi ça? Mon copain, il n'a pas répondu parce qu'il ne s'intéressait pas à ça. Et en fin de compte, quand l'avion est descendu plus bas, c'est-à-dire à 5-10 mètres, 20 mètres du sol, la chose est devenue ovale. D'accord, Blanc, donc la forme s'est transformée. blanc et ovale, En fait. hein, pardon. La forme s'est transformée.
Je pense qu'elle s'est transformée, mais il faudrait revoir le ralenti, comme on dit, pour voir ce qui s'est passé. Parce que ça paraît anormal qu'une chose change de forme. Hein. Est-ce que c'est moi qui ai mal vu la forme qui était verticale est devenue horizontale? D'accord. Est-ce que c'est moi qui ai vu ça comme ça, ou est-ce que c'est la forme qui a changé? Et quelle longueur ça avait à peu près? Bah écoutez, la longueur, c'est ce que je disais tout à l'heure dans notre conversation, ça avait à peu près la dimension d'un semi-remorque. D'accord. La dimension d'un semi-remorque. Peut-être un peu plus, parce que... Une vingtaine de mètres, 25 Ouais, oh oui, mètres. 25 mètres. 25 mètres au moins, oui. D'accord. Et alors, c'était ovale. Ça descendait, ça suivait l'avion. L'avion est parti pour atterrir, et la chose est restée fixe. Stable. Comme si elle quittait l'avion, En vol stationnaire. elle est restée verticale sans bouger. Ça a duré quelques instants, je ne saurais pas les évaluer, mais il n'y avait pas de vent. Hein. La chose s'est déplacée vers la gauche, c'était un disque blanc bleuté, on le voyait ovale nous, parce qu'on notait de manière à ce que si on avait été dessous, on l'aurait vu rond, je pense, mais on était en bien, on le voyait ovale. D'accord. Hein. Et il s'est déplacé vers la gauche, en descendant, au ras du sol. Et il a pris son temps, il a été tout doucement, hein, c'était pas rapide. Hein. Mais il n'y avait pas de vent, hein, il n'y avait rien. Hein. C'était le seul objet qu'on voyait dans le ciel, il n'y avait pas d'avion, il n'y avait plus rien, c'était fini. Et l'objet se montait par-dessus les haies, redescendait, et nous on avait une chance inouïe, c'est qu'on avait un poste d'observation surélevé. C'est-à-dire que ça faisait comme une plaine en descente. D'accord. Alors on voyait donc cet objet. Il faisait bien le sol. Il suivait le sol, Et il passait les haies, sur des haies. sans changer d'inclinaison, à la verticale. À la verticale, comme ça. Il épousait à nouveau le sol. Voilà, puis il épousait le sol. Et puis à la fin, ça a bien duré 4-5 minutes. Hein. Ouais, ah oui, 4-5 minutes, c'est long. Voilà, oui. Ah oui, je pense 4 minutes au moins, 4 minutes. Et alors, puis après, il a disparu. Tu as eu, Robert? Comment? Est-ce que tu as eu un sentiment de peur? Ah non, pas du tout. Pas du tout. Curiosité. De curiosité? Oui, oui, puis alors c'est-à-dire que le sentiment qu'on a à ce moment-là, c'était d'aller boire un café. Hein. Alors là, je suis tombé des nuages, comme on dit. Hein. Des nues. Oh, bah, je suis tombé des nues, j'ai dit qu'est-ce que c'est fantastique. Parce que moi j'étais avant que je vois ça, j'étais incrédule au sujet des ovnis. Ben oui. C'est-à-dire que je me disais, c'est des gens, ils racontent des baratins et tout ça pour se mettre en valeur. Je tiens à remercier Cyril Tavenard des Repas ufologiques de Nantes de nous avoir envoyé cette vidéo. Si vous désirez voir la suite de celle-ci, je vous conseille d'aller visiter sa chaîne YouTube. Le lien est affiché en dessous de cette vidéo. Donc nous nous trouvons ici à Gisy-les-Nobles, à proximité de l'aérodrome de Gisy-les-Nobles, qui est sur notre gauche. Et nous sommes ici parce qu'il y a eu un cas le 31 mai 2008, à 19h30, qui n'est pas banal. Voilà, un pilote d'ULM avec un élève à bord, allait rentrer sur l'aérodrome de Gisy-les-Nobles en finissant leur tour de piste, quand ils ont vu surgir sous leur appareil, ils étaient à peu près à 150 mètres d'altitude, hein, depuis là-bas, depuis le petit carré que vous voyez là-bas d'arbres, hein, au loin, un objet en forme de ballon de rugby, assez important en diamètre, peut-être 5-6 mètres de diamètre, on dirait, de couleur métallique, brillant, qui est venu à une vitesse comme un avion de chasse, à la vitesse d'un avion de chasse, qui est passé sous les 150 mètres d'altitude de l'ULM et a bifurqué à angle droit sous l'ULM, qui se trouvait être à peu près à ce niveau-là, par rapport entre ces deux antennes-là, entre cette antenne, ce relais de télévision, je pense, et cette antenne hertzienne, voilà. Et donc l'objet est reparti. Alors les pilotes ont eu très peur
parce que c'est vraiment quelque chose d'inhabituel de voir en aéronautique, surtout pour des pilotes, un objet comme ça, de plus, qui vire à angle droit à des vitesses absolument faramineuses. Hein. Donc ils ont eu très peur et ils se sont reposés tout de suite là sur la piste de l'aérodrome de Gizy-les-Nobles qui se trouve derrière l'antenne là, à peu près. Hein. Les bâtiments de l'aérodrome se trouvent à peu près de l'autre côté de la route de la Nationale 6, de l'autre côté de l'antenne là. Voilà. Pour bien commencer l'année 2021, revenons de suite à la base. Au cours des dernières éditions, vous avez remarqué que dans les dossiers d'études des observations d'OVNI dans l'histoire d'un département ou d'une région, il y a la diffusion de cartes vous présentant les différents phénomènes observés. Ainsi, vous avez des icônes de couleur blanc, de couleur jaune, de couleur vert. Ces icônes représentent blanc, les lumières nocturnes, disques diurnes et rencontres rapprochées du premier type, jaune, les rencontres rapprochées du deuxième type, et vert, les rencontres rapprochées du troisième type. Cela fait partie de la classification de J. Allen Hynek. Bien sûr, il y a d'autres classifications dans le domaine, mais là revenons à la base. Ainsi, les ufologues, les enquêteurs, les veilleurs vont vous définir chaque rencontre avec des exemples d'enquêtes, d'observations en tout genre, selon ces types de rencontres. Alors Gaëtan, pour les néophytes en ufologie, qu'est-ce qu'une RR1 ? La rencontre rapprochée du premier type, eh bien en fait c'est un phénomène qui n'est pas forcément un objet, parce qu'on a tendance à dire un objet situé à autant de mètres, et en fait non, c'est simplement un phénomène, donc matériel ou non, une boule lumineuse par exemple, qui se situe à plus de 150 mètres de distance du témoin. C'est simplement ça, voilà. Donc une rencontre, on dit rencontre rapprochée du premier type, mais c'est plutôt une rencontre lointaine du premier type. Donc c'est une observation d'un phénomène à plus de 150 mètres, donc bien souvent ce sont des boules lumineuses qu'on voit à l'horizon, très loin, ce genre de choses. Voilà. Donc par exemple, si on prendrait ça d'une manière sur le point de vue aéronautique, et pas ufologique, on pourrait dire que c'est un avion qui se situe vraiment à haute altitude, quoi. Ça, pour moi c'est ça. Donc voilà, pas forcément un objet, mais un phénomène inexplicable qui se situe, enfin inexplicable d'après le témoin, qui se situe à plus de 150 mètres. Voilà. Alors aurais-tu un exemple dans ton département ou même ailleurs de rencontres rapprochées du premier type ? Oh, j'en ai plein. J'ai par exemple ma tante qui a vu des boules lumineuses autour de Ponceau. J'ai des gens qui m'ont vu des triangles du côté du Morvan, des choses comme ça. C'est un descendant vers tes poules. T'as les vers tes poules. Les fréchots là. Mmh. Alors les fréchots, puis après c'est les terres. Et moi j'ai bien vu là, c'était comme ça à peu près, mais c'est pas la lune, hein. Parce que la lune elle n'est pas comme ça. Elle n'est pas de cette couleur là, je pense. Ah non, elle n'était pas rouge foncé, mais elle était quand même rouge, puis autour on voyait bien que ça éclairait, tu vois. Mais, tiens, j'irais bien lui téléphoner, mais c'est pas la peine, c'est peine perdue. Hein. Puis ça bougeait pas, c'était immobile. Non, et j'ai été voir les poules, parce qu'il y a un art, il faisait à peine jour, j'étais là-bas, puis quand je... Ah ben merde, elle était partie. Alors, ça a été tombé. Je prends des Esdalen par exemple, Esdalen, bien souvent les lumières à Esdalen, les lumières d'Esdalen sont observables à l'horizon, donc à plus de 150 mètres de distance. Alors il y a des cas plus rapprochés évidemment, près des maisons, etc. Mais bien souvent c'est ça, c'est vraiment des petites, bien souvent en ufologie ce sont des petites lumières de multiples couleurs, de multiples, bon ça varie dans les mouvements, etc. Mais c'est vraiment des objets lumineux, des phénomènes lumineux vraiment qui sont vraiment à l'horizon. Donc le problème encore une fois c'est que déjà c'est à plus de 150 mètres selon la classification, mais bien souvent ce sont des points lumineux dans le ciel à laquelle on ne peut pas donner une distance, même approximative, parce que des points lumineux dans le ciel, sur fond noir, ça peut être à 100 km, 150, 200 km, 300 km, on ne sait pas la distance exacte à part si on a un élément dans le paysage. Donc voilà,
c'est tout à fait différent. Je crois que d'ailleurs que les rencontres rapprochées du primitif sont les cas les plus fréquents d'ufologie. Donc voilà. Donc c'est un point lumineux à très lointain, d'ailleurs qu'on a beaucoup de mal à percevoir. D'ailleurs l'ufologie, il y a une erreur qu'on fait bien souvent quand on fait une veillée. On a tendance à regarder le ciel, l'horizon, mais à vue d'œil. Il y a très peu de gens qui observent à la jumelle. Et il y en a beaucoup qui seraient curieux, qui seraient surpris de voir ce qu'on peut voir à la jumelle. Parce que bien souvent on ne voit pas des choses à l'œil nu, parce que c'est trop loin. Et moi c'est ça que je le conseille, que je donne aussi en ufologie, aux veilleurs, c'est de parfois balayer à la jumelle, ou à la longue vue, etc., l'horizon. Parce que des fois il y a des choses qui sont tellement lointaines qu'on ne peut pas les percevoir à l'œil nu. Donc voilà, donc ce sont des phénomènes très très lointains. De l'autre côté de Buffon notamment, une personne en mobilette qui un soir a vu des boules bleues qui tournaient sur la route. Je ne sais plus en quelle année c'était, mais j'ai pas prêté trop attention puisque moi je suis concentré sur le département de Lyon, donc j'ai mis ça en archive sans vraiment étudier le cas. C'était un questionnaire OVNI qui m'était revenu avec une carte. C'est-à-dire un témoin qui habitait à Castelnau-de-Dévis avait vu de la terrasse de la maison de ses parents je ne vais pas appeler ça un ovni, disons une lumière passer au-dessus de la maison, lentement, aller rejoindre une autre, semblable, qui l'attendait au-dessus d'une ligne à haute tension, au-dessus du Tarn. Et puis d'un seul coup, ça avait filé à la vitesse de l'éclair, ça avait disparu, comme un phénomène ordinaire que les gens racontent dans tous les témoignages, dans certains témoignages qu'on connaît. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les gens n'ont pas toujours ce regard qu'on a peut-être nous, ceux qui sont intéressés par rapport à tout ça, c'est d'avoir un petit peu les yeux toujours en l'air. Je pense que les gens sont pressés dans la journée, stressés, regarder ce qui se passe dans le ciel, même en pleine journée. Donc oui, il y a sûrement, même en pleine journée, il se passe des choses et on n'y prête pas attention, quoi. Mais je pense que c'est un petit peu de partout, hein. Rencontres rapprochées de deuxième type, c'est des rencontres d'objets ou de formes lumineuses, par exemple, toujours pareil, on ne peut pas savoir si c'est tôle ou boulot ou autre chose, avec des traces au sol, généralement. Alors, par exemple, de l'herbe brûlée, des effets physiologiques sur la personne, des choses comme ça. Ben, juste à côté d'Avalon, le maire d'un petit village qui était venu à une conférence en 2007 que j'avais fait à Avalon justement, était venu me donner un témoignage d'une forme lumineuse de couleur rouge en forme de cigare qui s'était posée aussi sur le passage à niveau qu'il y avait juste après la station qui doit être à peu près où il y a le Quick maintenant, le Quick, les supermarchés, un peu la zone industrielle d'Avalon. Là, il y a une voie ferrée qui passe. Et donc, juste à ce passage à niveau-là, il y avait eu un cigare rouge qui s'était posé là. Pareil, il l'avait vu, il était en vélo à l'époque. Et il l'avait regardé et c'était parti à une bêtise fulgurante aussi. Donc, là aussi, dans ce cas du champ Rabier, là, dans le village d'Étole où nous sommes, c'était aussi une forme de couleur rouge. Hein, c'est-à-dire que d'une boule blanche violente, d'une couleur violente, on est passé à une forme allongée de couleur rouge, hein, il faut bien le préciser. Là, c'était rouge aussi. Hein. Dans les deux cas, à Avalon et à Étole, c'était en forme de forme allongée de couleur rouge. Pour les néophytes, qu'est-ce qu'une RR3 ? Alors RR3, donc c'est, disons, moi ce que j'appelle une continuité de la RR2, donc là c'est vraiment le phénomène qui atterrit. Bien souvent donc c'est un objet qui est décrit.
dans différentes formes, des soucoupes classiques, soucoupes, cigares, triangles, ce qu'on veut, mais bien souvent ce sont des disques et, ou des dômes, voilà, des formes comme ça, ovoïdes, etc. Où là, la particularité, c'est que, et là c'est assez extraordinaire en ufologie, c'est que les témoins ou le témoin peut donc à ce moment-là apercevoir des êtres de formes diverses. Ça peut être sous forme apparence humaine, tout ce qu'on veut, toute la classification extraterrestre, donc ça on sort du champ. Mais c'est vraiment ça, donc c'est un objet bien souvent qui atterrit, alors là c'est un peu compliqué à classer parce que on a tendance à dire que la rencontre rapprochée du troisième type est donc un atterrissage avec présence d'êtres, mais le problème c'est que on devrait faire une sous-classification liée au RR2 et RR1. Pourquoi? Parce que les atterrissages peuvent être lointains et pas forcément près. Donc on a l'impression qu'on monte en degré 1, 2, 3 et que 3 c'est vraiment rapproché. Non, c'est pas forcément ça. C'est un atterrissage avec des êtres ou non, mais qui peut être lointain aussi. Peux-tu à présent nous parler de l'affaire de Cagnes-sur-Mer? Ah l'affaire de l'avenue Zième. Alors, ça, cette affaire s'est déroulée en mai, je crois, en mai 53 ou 54. Le témoin ne se souvenait pas exactement. Alors, il faut savoir que ce personnage, ce témoin que j'ai rencontré, c'est l'enquête la plus désopilante que j'ai faite. C'était sur un renseignement qu'avait eu le président du CRUD à l'époque. On avait été le voir, il habitait au fond d'un vallon en remontant à partir de Cagnes-sur-Mer. Et c'était une espèce de bicoque construite de briques et de brocs avec des potagers autour. Et ils vivaient comme ça parce que c'était une sorte de marginal, on va dire, mais sans la connotation un peu péjorative qui est accordée à ce terme aujourd'hui. Donc c'était un type qui avait eu une vie, il était âgé déjà, une vie absolument extraordinaire, qui avait fait tout un tas de métiers, dont acteur. Et effectivement, quand je l'ai vu pour la première fois, il nous a reçus dans sa bicoque, je me suis dit, mais je connais ce visage. Et il l'a vu, alors il m'a regardé, il m'a dit, il me fait comme ça, elle est connue ma gueule, hein, elle est connue, hein. Mais on n'arrive jamais à mettre un nom dessus parce que j'étais un acteur de seconde catégorie. Et c'est vrai, le visage me parlait, mais je n'aurais pas pu mettre un nom. Donc il nous a raconté cette histoire qui s'est passée à la date, ou aux dates que j'ai évoquées. Alors, il venait du travail, je crois, il remontait vers minuit l'avenue Zième, qui existe encore aujourd'hui à Cagnes-sur-Mer, et qui était à l'époque beaucoup plus sauvage qu'aujourd'hui, moins urbanisé, disons. Et il montait en vélo. Et comme il raffolait des champignons et des escargots, il savait que sur les côtés, il y avait des taillis, des haies, et là, il pouvait trouver des escargots. Alors, il s'arrêtait souvent avec son vélo, et il cherchait ces escargots. Et tout d'un coup, son attention est attirée, s'il faisait nuit, par un espèce d'objet qui passe, de forme, on va dire, de forme cigaroïde, avec une lumière bleue, et qui laissait traîner derrière lui comme une espèce de panache. Alors ça, il ne sait pas ce que c'est, et ça l'inquiète. Il dit, bon, il interrompt sa collecte d'escargots, et puis tout d'un coup, il sent une présence, et il voit à 1 mètre de lui derrière la haie. Alors il faut savoir, la haie faisait 90 cm, parce que le lendemain, il est redescendu, il a mesuré la haie. Il voit un visage émerger de cette haie. Et ce visage était... bon, en gros, ça ressemblait un peu à l'idée de l'humanoïde qu'on se fait de Valençol. Voilà, c'était un visage très pâle, avec de grands yeux en amande. Mais alors, il faut l'entendre raconter ça avec sa faconde. Il disait, mais il avait un léger sourire, il avait des lèvres très minces et un très léger sourire, et il me regardait comme un ahuri total. On aurait dit l'idiot du village. Alors je me dis, mais qu'est-ce que c'est cet abruti là, et il nous parlait comme ça. Hein. Et puis au bout d'un moment, quand même, ce personnage était très pâle, il ne bougeait pas. Il a commencé à avoir peur, il a sauté sur son vélo, il a laissé tous les escargots et il est remonté chez lui, quoi. Voilà. Et il est descendu le lendemain, donc si la haie faisait 90 cm, et ben, le personnage devait faire quelque chose comme 1,10 m, voilà quoi. Alors, ce cas résulte de l'amalgame qu'on fait entre cette observation en l'air d'un objet, voilà, et de ce personnage.
Ceci, tu sais qu'une des bases de l'enquêteur, c'est aussi de voir quelles sont les sources de confusion possibles et de toujours essayer non pas de proposer, mais de penser à un scénario qui serait rationnel, plus rationnel, même si cela conduit à réduire le cas, hein, bien sûr. Alors tu peux imaginer, par exemple, qu'il y a un bolide ou une météorite qui est passée par là, et puis qu'il y avait quelqu'un pour une raison quelconque ou un gamin derrière la haie, mais il était minuit quand même, bon, mais, et que l'assimilation des deux observations a fait le cas. Bon, c'est toujours possible de penser comme ça. Ça, c'est un peu tiré par les cheveux, mais c'est possible. Mais ça a l'avantage, évidemment, d'être dans le rasoir d'Occam, hein. D'être dans le principe d'économie, bien sûr. C'est pour ça que ce cas est beaucoup moins célèbre ou connu que d'autres cas aussi, hein. On ne va pas s'y attarder. Mais c'est quand même un cas que j'aime beaucoup. J'ai une certaine affection pour lui par rapport au souvenir de ce témoin. Voilà. Qui était vraiment un personnage hors norme, hein, avec un accent provençal. Alors, il était entre Georges Huonneau et avec un petit côté à la Blaise Cendrars quand même. C'était un aventurier. Ce gars avait vécu des choses. Il avait eu une vie intéressante, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Vraiment. Voilà en gros, très résumé, le cas de Cannes-sur-Mer. Maintenant les RR3, donc rencontre rapprochée du troisième type, il y en a eu dans le passé, assez fréquemment d'ailleurs, quand on regarde certains livres ufologiques comme Face aux extraterrestres, on a pas mal de cas RR3 répertoriés. Par contre dans mon pays, qui est la Belgique, notamment à la Wallonie, on a un voire deux RR3 signalés, il y a encore un qui pourrait être un canular. Mais voilà, donc c'est assez rare. Je pense que les rencontres du troisième type sont des cas, pour moi, qui aujourd'hui sont un peu révolus. Il y en a encore qui sont signalés de temps en temps, mais je crois que c'est devenu de plus en plus rare. Aujourd'hui, on a plus tendance à voir des traces uniques, sans observation, ce genre de choses. Le problème aussi, c'est ça en ufologie, c'est que des gens, à partir du moment où ils trouvent une trace circulaire sur le sol ou autre, classifient ça de rencontre rapprochée du troisième type. Ça n'a rien à voir. Il faut quand même bien distinguer les choses. C'est comme on le dit, quand on regarde l'ensemble de la classification d'Hynek, c'est vraiment, comment je veux dire, significatif, parce qu'on a d'abord le premier qui est très loin, le deuxième qui est un peu plus près, puis l'autre qui est atterri, voire des êtres. Donc c'est voilà, c'est dommage que ce soit plus rare, parce que c'est ce genre de cas qui nous permet d'avoir plus d'éléments justement que les RR1. D'ailleurs, il y a beaucoup d'ufologues que je connais qui balaient les rencontres rapprochées du premier type et qui ne s'occupent que des RR2 et encore, voire et uniquement les RR3. Parce que ça permet d'avoir plus d'éléments. Bien souvent, il y a des traces physiques sur le sol, etc. Donc voilà, on peut se souvenir de Trans-en-Provence, Valensole, ce genre de choses. D'autres cas comme ça. Maintenant, encore une fois, c'est sujet à une autre classification, parce que il y a aussi les rencontres du troisième type qui se sont passées, mais il y a aussi ça peut amener à d'autres classifications, là on remonte plus loin, mais je ne vais pas m'écarter avec celle de RR4, RR5, parce que celle-là je ne les prends pas en compte. Mais la rencontre du troisième type peut amener à d'autres classifications, où là on parle de phénomènes extraterrestres, ce genre de choses. Parce que là on est vraiment rentré dans le domaine extraterrestre. Quand on parle d'être, à part si le cas RR3 est expliqué comme étant un atterrissage d'hélicoptères avec les pilotes, etc., ou même des militaires, ça peut arriver aussi. Donc c'est pour ça que moi ce que j'aime bien, c'est la classification du GEPAN, parce que là on se base sur la classification d'Hynek, jusqu'à la rencontre du troisième type, mais la classification du GEPAN est beaucoup plus adaptée. Pourquoi? Parce qu'il y a des sous-classifications qui permettent de, encore une fois, évaluer la distance par rapport à la rencontre, etc. Donc voilà. Je tiens à remercier les différents intervenants, témoins, ufologues, enquêteurs ou même contre-enquêteurs d'avoir participé à ce dossier assez particulier. Là, je vous ai parlé de la classification de Gilles Allen Hynek qui s'arrête au RR3. Les enquêteurs et ufologues ont rajouté le reste, c'est-à-dire les RR4, les RR5, les RR6 et les RR7. Nous aborderons ces autres rencontres rapprochées au cours du dossier du Matin OVNI qui sortira prochainement sur le compte ODH TV2.
Il y a aussi l'émission Ovie les méprises qui va revenir à la base, mais avec les rencontres élucidées du premier type, deuxième type et troisième type, basées à peu près sur la même architecture de cette vidéo. L'ufologie, c'est réfléchir sur des choses, sur des témoignages des gens qui ont vécu quelque chose, des informations qui remontent du terrain. Et on a tout intérêt à faire en sorte que ces informations soient les plus stables et les plus stabilisées possibles, les plus crédibles possibles. Parce que sinon, ça veut dire que tu réfléchis sur du vide. Sur du rien, quoi. Sur du rien, sur du zéro, sur des rumeurs. Non, tu réfléchis sur des rumeurs. Voilà. Un récit fait sur Internet, c'est une rumeur. Tu comprends ? C'est, voilà. Donc il faut savoir... ou alors après, tu sombres. Tu ne fais pas la différence entre la pensée et la croyance, et tu sombres dans la croyance. C'est-à-dire que tu dis, moi de toute façon j'y crois, donc j'ai pas besoin de tout ça, puisque j'y crois. Mais là tu bascules dans autre chose. Et on en voit les résultats. Voilà, c'est la fin de cette nouvelle édition du JT OVNI en France. Je tiens à remercier toutes les personnes qui nous ont aidés à faire cette nouvelle édition, les membres de l'équipe d'ODH TV, les partenaires proches, et vous autres, ODH Notes, auditrices et auditeurs. Je vous donne rendez-vous à la prochaine édition, soyez très vigilants. N'oubliez pas votre appareil photo numérique muni d'une bonnette à réseau de diffraction, la station météo, les applications Even Above, Stellarium et Flyradar 24. Et je vous dis à très bientôt sur ODH TV. Au revoir.